et bienvenue et merci d'être là. Donc nous allons enchaîner avec la prochaine session. On va parler des Jeux de Paris 2024. Donc les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, vous le savez, approchent à grands pas dans un peu plus d'un an. Toute la planète se tournera vers la France et en premier lieu Paris, où pas moins de 7 millions de personnes sont attendues afin d'y assister. Donc le chronomètre est lancé. Donc au-delà de ce rendez-vous sportif incontournable et des défis logistiques, vous le savez, que ces Jeux représentent, donc les Jeux de Paris revêtent une dimension nouvelle. Tout aussi important, donc la dimension environnementale. Donc ce sera un sujet que nous allons discuter ensemble dans quelques secondes. Donc juste pour vous donner quelques chiffres, les précédents Jeux de Londres et Rio ont chacun émis environ 3,5 millions de tonnes de CO2. Les Jeux de Tokyo en 2020 ont amorcé une nouvelle démarche de réduction de ces émissions et ont émis 2,4 millions de tonnes de CO2 dans un contexte, rappelons-le, vous vous souvenez, qui était très particulier, marqué par la crise Covid et les confinements successifs. Donc cette dimension environnementale représente un enjeu majeur pour les prochains Jeux et l'objectif fixé est très ambitieux, réduire de plus de 50% les émissions de CO2 vis-à-vis des Jeux de Londres et Rio, soit environ 1,5 million de tonnes de CO2. Donc en plus de réduire l'empreinte carbone, il y a la question de l'héritage sur le long terme qui est également soulevée, tant en matière d'infrastructure, d'énergie que de bonnes pratiques à conserver, en tout cas pour les prochains grands événements. Alors les Jeux de Paris 2024, vous l'avez vu, la question simple, sprint ou course de fond, peut-être les deux, on va voir. Avant de démarrer cette discussion, j'accueille sur scène la présidente du directoire d'Enedis, Marianne Leno. Bonjour Marianne. Allez, on va se rapprocher, comme ça on n'est pas trop loin. Merci Marianne, en tout cas, merci d'être là. Donc, nous allons accueillir dans quelques instants d'autres invités qui vont justement discuter de ce sujet qui est un peu différent des autres discussions qu'on a eues depuis ce matin. Mais bon, où il y a quand même ce qui est en commun, environnement, on parle de décarbonation, mais on va en parler peut-être dans un instant. Mais avant cela, Marianne, peut-être pour vous, en quoi ces Jeux aujourd'hui constituent une révolution dans l'événementiel international, si je puis dire. Bonjour à tous et à toutes. Merci effectivement de m'accueillir sur une thématique qui peut-être a l'air d'être un peu loin du réseau public de distribution d'électricité en France, mais qui en fait... Mais qui est lié. Voilà, qui est totalement lié. On est très fiers de faire partie de cette aventure des Jeux décarbonés. Vous avez rappelé les émissions moyennes des derniers Jeux. Si on se représente en tonnes de CO2, c'est comme ajouter sur une durée d'un mois, parce que les Jeux, c'est 19 jours pour les Jeux et 12 jours pour les Paralympiques, ça fait 31 jours. C'est ajouter les émissions CO2 d'une ville de 300 000 habitants, mettons Nantes ou Montpellier, sur une durée d'un mois, leur consommation annuelle. Donc c'est quand même très, très important. Et donc il y a cette ambition des Jeux, de leur organisation, et bien sûr des partenaires aussi, parmi lesquels Enedis, de diminuer drastiquement. Donc alors comment on fait cela? Comment on prend en compte l'urgence climatique? Eh bien par des innovations. Et effectivement, cette révolution pour les Jeux, on va dire pour le sportif et l'événementiel, parce qu'on en dira un mot tout à l'heure sans doute, c'est pour les Jeux, mais c'est pour la legacy aussi, c'est pour la suite, eh bien c'est d'avoir les premiers Jeux olympiques qui vont être alimentés uniquement dans tous leurs sites par l'énergie, l'électricité en l'occurrence, amenée par le réseau, et non pas fonctionner, comme c'est très peu su, mais fonctionner de manière habituelle sur groupe électrogène. Donc en fait, nous tous, quand nous allons assister à un grand match au Stade de France ou à un grand concert de rock au Stade de France, ça fonctionne.
la plupart du temps sur groupe électrogène pour des raisons de diffusion média, d'attention à la micro-coupure, alors qu'on dispose d'une électricité qui est disponible en France, et on a cette chance, je crois qu'on peut s'en féliciter, et ce n'est pas que de la chance, c'est beaucoup d'investissement et de travail des équipes d'Enedis, mais disponible à 99% du temps. Et donc, notre projet, c'est d'acheminer l'électricité française qui est décarbonée, bien plus, vous en avez largement parlé ce matin ou en début d'après-midi, par le réseau sur tous les sites des Jeux. Ça veut dire, bien sûr, les sites des événements sportifs, mais aussi le village des athlètes, mais aussi les salles médias. Donc ça va être vraiment révolutionnaire parce que ça n'avait pas été fait à Tokyo, ça n'avait pas été fait à Londres, même s'ils avaient eux aussi des ambitions importantes, et on travaille avec Los Angeles pour passer le témoin. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est de faire une vitrine de développement durable, d'innovation, en tout cas la perspective d'Enedis. Je crois que c'est le titre de la table ronde, c'est-à-dire que c'est à la fois un sprint, parce que les Jeux, c'est presque demain, et donc pour nous, c'est quand même 8000 interventions, 8000 équivalents chantiers, c'est 100 millions d'euros d'investissement supplémentaires, c'est énormément de mobilisation de nos équipes, bien sûr, sur les sites parisiens, mais dans toute la France, puisqu'il y a des sites d'entraînement, de compétition sur toute la France. Donc c'est un sprint pour être prêt, avec beaucoup d'innovation, mais c'est un sprint qui illustre finalement ce que doit être le marathon de la transition écologique, c'est-à-dire utiliser de plus en plus le réseau dans toutes circonstances, évidemment pour décarboner des usages, ça on va être du côté de la consommation, mais aussi raccorder toujours plus et toujours plus vite d'énergies nouvelles renouvelables, puisqu'elles sont à 90% connectées au réseau de distribution que gère Enedis. Donc pour nous, c'est l'occasion de faire cette démonstration en live dans quelque chose qui est un peu vitrine, et quand je pense que Georgia tout à l'heure parlera de l'ambition des Jeux, mais on voit bien que des Jeux durables, c'est un accès par des transports en commun, de l'habitat et des logements et des sites olympiques réutilisables, mais c'est aussi utiliser l'électricité en réseau à tout moment. Et puis si on a besoin de secours, et bien sûr on se passe toujours dans une perspective de secours, c'est avoir des groupes électrogènes qui eux aussi seront décarbonés. On va en parler justement avec nos invités dans un instant. Peut-être juste une dernière question. Pour ceux qui étaient là plus tôt, donc il y a Chloé Morin qui parlait justement d'aller sur la Lune en pédalant. On veut éviter justement, pour reprendre son expression, l'objectif fixé en matière d'énergie, c'est très ambitieux, faut le dire. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une belle vitrine. On a envie de réussir. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas trop le droit d'échouer, parce que bon, on a fixé des ambitions quand même qui sont... c'est un défi, c'est un réel défi à relever. Donc pourquoi avoir mis des objectifs aussi... Nous, on aime bien le défi dans les équipes d'Enedis. On est à la fois dans les défis du quotidien et en même temps, on est aussi qui peuvent être, par exemple, dépanner lors des événements climatiques extrêmes, mais aussi dans les défis techniques et technologiques. Je pense qu'on l'a montré en installant 36 millions de compteurs lignes qui, à la fois complètement dans les délais prévus et en dessous du budget prévu, et maintenant 90% des foyers français en sont équipés. Je pense qu'en période de sobriété, c'est extrêmement appréciable. Donc c'est un défi technologique, un défi technique, un défi humain, parce qu'évidemment, il faut aussi des compétences pour faire cela. C'est un défi d'innovation. On est également très fiers, avec la mairie de Paris, d'avoir installé les premières bornes événementielles. C'est-à-dire, c'est quoi concrètement? C'est l'équivalent quand vous rentrez dans un quartier piétonnier, il y a des bornes qui se baissent ou qui montent du sol. Mais là, c'est d'avoir fait la même chose pour des bornes de raccordement électrique qui ne vont pas enlaidir le paysage urbain quand on n'en a pas besoin, mais qui, à la demande, vont pouvoir sortir de terre. On a installé Champ de Mars, Trocadéro, et on va multiplier cela. Et c'est aussi tout ce qu'on fait, je pense qu'on en parlera avec Thierry, sur la Seine. Justement, Marianne, je pense qu'on va désormais ouvrir la discussion aux autres et nous allons accueillir nos autres intervenants. Je vous remercie d'accueillir Georgina Grenon, directrice Excellence environnementale pour Paris 2024, Émilie Sidikian, directrice
général de Salesforce France, Thierry Guimbaud, directeur général des voies navigables de France, la VNF, et Pierre Abadan, adjoint à la mairie de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la scène. Accueillons-les. Merci. Merci en tout cas de me rejoindre. Donc voilà, donc moi je suis très contente de parler de ce sujet et ravie de vous avoir pour discuter de ça. Mais peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc les partenaires, donc c'est important de souligner que les partenaires de ces jeux sont nombreux et particulièrement engagés, comme on le voit. Au-delà du rendez-vous sportif, si j'ai bien compris, c'est aussi une vitrine de progrès. Vous le disiez Marianne vous-même, je pense notamment à Salesforce, peut-être Émilie. Que pouvez-vous nous dire en quelques mots sur ce que ça représente, le sens que revêtent justement ces jeux pour vous? Tout le monde a un micro? Oui. On a un Super. micro. Bonjour à tous, ravi d'être là. Déjà, ça évoque quoi? Ça évoque des valeurs. Et donc, quand on prend les valeurs officielles des Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est l'amitié, c'est le respect, c'est l'excellence. Quand on prend le para-olympique, c'est aussi la détermination, le courage, l'égalité. Et ça, en fait, ça peut pas être que des mots. Et donc, quand on est sponsor sur Paris 2024, c'est certes un engagement financier, mais du coup, c'est un engagement humain avec l'ensemble des collaborateurs. C'est aussi un engagement technologique. Et donc, on a structuré un partenariat autour de Paris 2024 qui montre tout l'intérêt qu'on a sur le sport depuis des années, je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais qui se structure autour de 3 piliers. C'est tout d'abord de changer l'expérience et donc de faire de ces jeux hors normes, en plein cœur de ville, pas que sur Paris, mais aussi sur l'ensemble du territoire français, une nouvelle expérience, vous avez cité, pour les 7 millions de personnes qui vont y assister. Et donc, c'est de faire en sorte qu'ils puissent à la fois avoir un contact avec les athlètes, avec les événements, mais aussi identifier là où ils seront, tout ce qui va se passer au niveau des villes, des associations et des départements. Et donc, de fluidifier leur expérience quand ils auront cette belle image de la France. C'est également d'avoir un retour à l'emploi avec les athlètes. Et c'est aussi de participer à cet héritage, que ce soit au niveau de la base du sport et de la place du sport en France et l'engagement des collaborateurs. Bon, en tout cas, Georgina, vous n'allez pas dire le contraire. C'est beau d'avoir tous ces partenaires engagés. Et donc, moi, je vais vous poser la question directement. Donc, du coup, cette question de durabilité qui est au cœur des jeux aujourd'hui, on en a parlé à l'instant. Donc, des ambitions quand même qui sont vraiment, voilà. Donc là, je me dis, c'est pas tiré par les cheveux, c'est atteignable. Donc, justement, peut-être en quoi ces jeux pourront être considérés comme durables? Merci, bonjour à tous. Peut-être je peux commencer avec quelques chiffres en fait, pour comprendre de quoi on parle quand on parle des Jeux. Allez-y. Les Jeux, c'est 15 000 athlètes, des 208 délégations qui vont venir avec 20 000 journalistes, 45 000 volontaires. Je veux dire, ce sont des chiffres complètement dingues. C'est 13 millions de repas qu'on doit servir, 18 millions de boissons. Et tout ça, on a cherché à les faire différemment. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas organiser aujourd'hui des jeux comme on le faisait avant. C'est une occasion aussi d'utiliser les jeux comme un laboratoire pour tenter des nouvelles solutions, des solutions qui vont accompagner cette transformation écologique, parce que nous, on ne parle pas des transitions, mais des transformations, tout simplement parce qu'on n'a pas les temps. On est aussi en un événement sportif, on est au croisement aujourd'hui de deux enjeux des santé planétaires et des santé humaines. Donc on essaye quand même de s'adresser à ça, à la fois en faisant des jeux plus utiles pour la société, utiles pour une lutte contre la sédentarité, pour une société plus saine, un changement de regard sur le handicap, par exemple. Tu parlais des Jeux paralympiques, mais pas que. En fait, c'est tout l'événement qui est conçu différemment. Et aussi des jeux plus responsables. Et des jeux plus responsables, c'est quoi? Déjà, des jeux, et c'est les premières alignées avec l'accord de Paris. Donc, en gros, c'est ce que, pour vous, vous savez de quoi je parle, c'est une trajectoire net zéro qui n'est pas à 2050, qui n'est pas à 2030, mais qui est à 2024. Donc, je vous laisse juste imaginer les petits défis qu'on s'est donnés, c'est-à-dire de réduire nos émissions de 50% par rapport aux jeux précédents. À l'époque où on avait fait les calculs, il n'y avait pas Tokyo. Et je tiens à préciser que les chiffres que tu as donnés pour Tokyo est certes réel, mais il n'y avait pas de spectateurs. Oui.
Donc Et- c'était plus facile de réduire un peu les émissions que. C'est bien pas sûr. plus facile, c'est juste moins d'émissions tout court. Quand on prend les Scope 3 et la totalité des émissions des jeux, comme c'est notre cas, on prend aussi les spectateurs qui viennent en avion. Et ces spectateurs, en fait, les transports au sens large entre spectateurs et athlètes représentent un tiers de notre estimation carbone. Donc on en cherche à réduire. Et il y a au moins un tiers dans lesquels tu ne peux rien faire. Bah, tu peux travailler sur le reste. Donc il a fallu prendre des décisions très, 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 très tôt pour réduire ces émissions. Et la première était de dire, on va utiliser les infrastructures qui existent tant que c'est possible pour faire des installations temporaires. Donc on est à 95% des infrastructures sportives nécessaires qui sont existantes ou temporaires. Là où d'autres jeux, par exemple Athènes, on était à 17 nouvelles infrastructures sportives. Donc c'est un changement de qui ne paradigme. restait pas forcément. Hein, donc voilà, donc ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais on va revenir, Georgina. Je sais que j'ai pas mal d'autres questions et vous allez pouvoir justement en parler. Je me tourne plutôt vers Pierre peut-être et éventuellement Thierry après. Donc la scène qui occupe une place importante et centrale justement dans l'organisation et le déroulé de ces jeux. Moi j'ai habité très longtemps en bord de Seine, donc vraiment j'adore la Seine. Mais bon, c'est vrai que je me pose des questions, donc peut-être vous allez pouvoir m'éclairer. Il y a des épreuves qui sont prévues dans le fleuve. Comment est-ce qu'on peut garantir justement une scène propre ? Bonjour, quelle vaste question pour commencer. Je vais essayer d'être assez court et de ne pas perdre la moitié de la salle dans des explications trop techniques. Et je vais tourner vers la VNF juste après. Donc Thierry me complétera évidemment. Je crois que dans la lignée de ce que vous avez dit, on s'est servi depuis la phase de candidature des Jeux pour en faire un accélérateur de transformation. Ça a été déjà souligné. Et la Seine était le lien entre les territoires qui étaient identifiés depuis la phase de candidature. Et c'est pour ça que quand la réflexion est venue, quand nous avons obtenu l'organisation, on s'est dit 2 éléments pour la Seine. Un, il faut la magnifier. Je pense que c'est ce qu'on va réussir à faire parce que c'est la première fois qu'on sort les cérémonies d'ouverture des Jeux, et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sera sur la Seine. Ça, c'était un premier défi. Et puis, d'y faire les épreuves de nage en eau libre et de triathlon et de paratriathlon dans la Seine. Pour ça, il fallait effectivement améliorer la qualité bactériologique de la Seine. Comment on fait pour faire ça ? 4 éléments, pour être assez rapide. Il fallait améliorer les rejets des usines, des stations d'épuration. Donc avec le SIAP, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été menés pour améliorer la qualité de l'eau rejetée après traitement. La deuxième, c'était de pouvoir mieux stocker les eaux de pluie, parce que dans Paris, les eaux de pluie, quand il pleut longtemps ou très fort, elles viennent remplir les égouts, et quand les égouts débordent, ils se déversent dans la Seine. Donc c'était un des facteurs très polluants. Et il y a 3 ouvrages majeurs, dont un dans Paris au niveau de la gare d'Austerlitz, qui est en cours de finalisation, qui va permettre le stockage de 50 000 m3 d'eau supplémentaire qui reviendra ensuite dans le traitement traditionnel après le stockage. Et puis, et Thierry en parlera mieux que moi, on a aménagé les berges de Seine dans Paris pour contraindre les bateaux à déverser leurs eaux usées dans le réseau de traitement des eaux, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis ensuite, hors Paris, en amont et en aval, il y a le raccordement d'un certain nombre d'habitations qui se fait progressivement pour les remettre là aussi dans des réseaux de traitement d'eau traditionnels. Donc c'est vraiment les 4 facteurs qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une qualité d'eau bonne. Et je vous le dis aujourd'hui, parce qu'évidemment, depuis quelques jours, on a repris les relevés de qualité de l'eau. Alors là, en plus, on a un temps exceptionnellement bon, donc le soleil est un facteur d'amélioration significatif, mais par exemple hier la qualité de l'eau de la Seine dans Paris était de qualité excellente. Il y a 4 critères, et là on était à la meilleure qualité. Là on aurait pu se baigner. Thierry n'est pas tout à fait convaincu. Mais il viendra avec moi, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est important de le dire, parce que dès cet été on va faire des événements tests des Jeux, donc triathlon, paratriathlon et nage en eau libre dès le mois d'août, dans lequel on va mettre des athlètes qui vont faire le même parcours que lors des Jeux. Ce sera le cas évidemment pour la compétition officielle en 2024, et surtout, et c'est là où j'en reviens à mon premier propos, ça doit servir pour après. Et en fait, après, c'est la mise en place. Il ne faut pas que ça s'arrête que pendant la période des Jeux. Il faut que ça devienne quelque chose de permanent à long terme pour que les Parisiens puissent en profiter. Exactement, et c'est ce qu'on prévoit de faire dès 2025 à Paris et dans quelques autres villes en amont et en aval de Paris, en lien avec
avec évidemment les acteurs du fleuve, dont VNF, avec qui on travaille sur ce sujet-là. Et je passe la balle à Thierry, mais aussi la Seine, le ballon, la Seine, la place centrale de la Seine permet aussi l'accélération de la transformation des moteurs des bateaux qui doivent eux aussi arriver dans une nouvelle ère et donc sortir du fuel pour passer à de l'hydrogène ou de l'électricité, mais ça demande un certain nombre d'aménagements. On va vérifier tout ce que vous avez dit. Alors Thierry, est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez être en désaccord. Hein. Si je disais non, ça serait un peu embêtant pour la table ronde. Non, évidemment, je suis d'accord avec Pierre. Juste peut-être dire une chose, c'est la première fois que des Jeux Olympiques, à ma connaissance, choisissent un fleuve comme un support majeur de leur installation, de leur développement. Ça, c'est un point important à souligner. Je crois que la Seine a constitué un élément fort de la candidature, même déterminant. Juste une chose, 2/3 des installations sportives ou installations liées aux Jeux Olympiques sont, dans notre jargon, bord à voie d'eau, autrement dit, au bord de l'eau. Donc c'est quelque chose d'assez fort, et nous, ça nous engage évidemment beaucoup. Alors, vous disiez sprint ou course de fond. Rapprochez votre micro. Pardon, vous disiez sprint ou course de fond. C'est pas trop fort, ça va. Alors, nous, la course de fond, on est habitué, c'est pas un mode très très rapide que nous avons, donc ça ne fait pas peur du tout. Donc c'est une course de fond. Nous sommes à bord depuis 2018. Nos équipes sont déjà en train de travailler depuis 2018 sur le sujet. Mais la course de fond va s'emballer comme toujours avant l'arrivée, et donc on va passer à un sprint, je pense, très très fort. Alors, comment décarboner dans notre vision des choses ce magnifique événement? La première, c'est de continuer à faire jouer au fleuve son rôle aujourd'hui majeur, qui est celui d'assurer du transport de marchandises et de voyageurs. Donc, fret parce et que c'est un mobilité. transport éminemment écologique par rapport à d'autres, bien évidemment, pour éviter de charger les routes si on ne pouvait pas faire passer des bateaux de fret, de marchandises pendant les JO. Or, les JO vont condamner une partie d'un bras navigable essentiel à côté de l'île Saint-Denis. Donc, il nous faut reconstituer un autre bras, si je puis dire, navigable, qui ne l'est pas depuis très longtemps. Ces 20 millions d'euros qu'on va mettre sur la table, quand je dis on, c'est Solideo, hein, nous sommes maîtres d'ouvrage pour Solideo. Donc ce premier projet-là, il est capital. Et il ne faut pas rêver, hein, c'est 500 000 camions évités si on ne bascule pas sur la route et donc si on maintient la voie fluviale. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête de manière très très forte. Les activités continueront pendant les JO, pas toujours, pas quand il y aura des épreuves de natation, pas au moment de la cérémonie d'ouverture, mais le reste du temps, ça sera une activité importante et c'est capital pour la décarbonation de ce secteur. Ça, c'est le premier élément. C'est pas rien, parce qu'en juillet et août, ce sont des céréales qui sont transportées des grandes plaines de la Brie et de la Beauce vers Rouen, qui est le grand port d'exportation. Donc c'est un moment important. Il y a pas mal de trafic. Il faut absolument maintenir cette capacité. Le deuxième moyen de décarboner, si je puis dire, ou de ne pas recarboner, de décarboner, c'est effectivement d'être un élément de la logistique des JO eux-mêmes. Et j'ai eu le plaisir de signer avec le préfet il y a maintenant quelques années, avec Solideo, le choix délibéré d'utiliser le fleuve comme un moyen logistique de base. C'est 600 000 tonnes aujourd'hui de déblais qui ont été évacuées par la voie fluviale uniquement parce que les chantiers sont effectivement, pour beaucoup d'entre eux, bord à voie d'eau. Ça aussi, c'est absolument capital. Et ce choix était un choix stratégique très très fort. Bien évidemment, nous allons faire la même proposition à partir Paris 2024 pour la logistique des JO en tant que telle, pendant l'événement, ou avant et après l'événement, et puis la logistique après, puisque ça sera un village qui va devenir un village, une zone habitable, et sera évidemment un élément sur lequel la logistique fluviale sera déterminante. Et puis, dernier point, excusez-moi, je suis toujours très long, sur cette scène, pendant la cérémonie inaugurale, il y a une centaine de bateaux qui vont acheminer, ça aussi c'est totalement nouveau, les athlètes. Ces bateaux, eh bien, il faut les décarboner le plus que l'on peut. Et donc il y aura entre 20, 30, on verra, bateaux qui seront des bateaux hybrides, autrement dit électriques et carburant propre, entre guillemets, qui seront donc sur cet événement
qui est donc cet événement avec 100 bateaux qui vont défiler de Port d'Austerlitz au Champ de Mars. Merci, merci en tout cas. On va revenir, Georgina, sur vraiment l'énergie. Hein. Marianne en parlait en introduction, donc c'est un défi majeur, on le sait. Comment est-ce que c'est possible finalement de garantir que les jeux soient, enfin l'électricité en tout cas soit 100% renouvelable? Je ne sais pas si c'est possible ou si c'est déjà dans vos calculs pour arriver à cet objectif. C'est possible, voilà, disons-le. Et on est très fiers de le dire. On travaille avec nos partenaires, Enedis, EDF aussi, qui nous garantit justement ces électrons renouvelables. Mais la question qu'on me pose souvent, c'est « mais alors vous faites comment ?» Et c'est ça qui, je pense, qui est encore plus intéressant que les électrons en soi-même, c'est que quand on a voulu mettre en place, et c'était une ambition des candidatures qui est de faire les premiers jeux 100% renouvelables, on s'est rendu compte que l'événementiel, et Marianne le disait, en fait, opérer sur groupe électrogène. Et ça, c'était un déclic. On ne s'imagine pas que les Stades de France, un jour de match, opèrent sur groupe électrogène. Et c'est pourtant autour des 3 mégawatts qui sont brûlés pour que nous, on puisse le voir à la télé. Et donc, il a fallu déjà s'assurer que sur les sites existants, on avait les bonnes connexions, des bonnes qualités, voire une deuxième arrivée des réseaux, et c'est tout le travail qu'on a fait avec Enedis depuis des années. Hein, ça n'a pas démarré hier, et encore moins depuis qu'on est partenaire. Ça fait plusieurs années qu'on travaille. Et puis, il y a aussi tous les sites temporaires. Les sites temporaires, par exemple, c'est en bas de la Tour Eiffel, on va installer un stade temporaire pour les beach volley et les CC foot pour 15 000 personnes. Donc, ce n'est pas non plus voilà, une petite baraque à frites. C'est un vrai site temporaire. Et les gens ignorent que tous les 14 juillet, quand on fait les feux d'artifice, tout ça, c'est fait avec des groupes électrogènes aussi. Donc, il a fallu sécuriser ces installations, ces renforcements des réseaux aux Invalides, à la Tour Eiffel, à la Concorde, pour qu'on puisse installer justement ces sites temporaires. Donc, il y a un travail, comme je disais, des fonds qui est en quelque sorte une sprint, mais aussi une course des fonds, pour que tout ce raccordement soit possible. Ensuite, il y a évidemment les électrons, donc s'assurer, et pour ça, à vous, je peux le dire librement, c'est une espèce de mini PPA qu'on fait pour ce jeu, pour s'assurer qu'on est fourni en 100% électricité renouvelable. Et d'ailleurs, on l'est déjà, notre siège, il est fourni en 100% électricité renouvelable, avec un contrat qu'on a en direct avec une ferme éolienne dans les Cotentin, et EDF teste un nouveau service qui permet de matcher les consommations avec les injections du réseau. Donc on peut tracer ces électrons et les faire ainsi. Et on a aussi un tout petit peu d'autoconsommation parce qu'on a 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur notre toit, déjà dans nos bureaux. Donc, il y a eu tout ça. Et puis, vous allez me dire, vous serez quand même en live. Il y a 100 000 heures de télé à assurer. Donc, c'est la plus grosse transmission de télé au monde. Si jamais il y a un problème, on a les meilleurs réseaux du monde, mais quand même, il faut mais vous aurez une bonne excuse, voilà, pour une bonne cause. Il faut des groupes en backup. C'est pour ça que là où il y a des installations qui existent, par exemple, les Stades de France, on continue à les citer, mais on va utiliser de biocarburants. Donc pour ça, si jamais on aurait besoin, c'est-à-dire si jamais les premiers réseaux n'est pas bien, le deuxième réseau n'est pas bien, il faut vraiment il y a des aller sur les groupes bien secours. Évidemment. Voilà, on utilisera de biocarburants. Et puis, sur certains sites, par exemple, je pense à Versailles, où on va faire les épreuves équestres, au golf national, certains sites dans lesquels il y a des infrastructures qui sont un peu éloignées du réseau, là, il y aura quand même quelques petits groupes électrogènes et on va essayer de tester des nouvelles technologies, de l'hydrogène, de la batterie, etc. Donc, voilà, je vous ai fait toute la panoplie. Merci. Merci, Georgina. Je sais que vous êtes passionnée. Donc, je vais peut-être poser cette question à Pierre concernant, donc, justement, donc, toutes les prestations qui sont associées autour des jeux sont évidemment concernées. Hein, donc, la question de l'accessibilité, de la mobilité, justement, des spectateurs. Donc, ça, c'est aussi une question cruciale. Quelles sont les solutions justement qui sont déployées par la ville de Paris en matière de mobilité douce? Donc je sais que c'est un sujet quand même qui est compliqué, mais... Oui, c'est un sujet compliqué parce que c'est sur un grand nombre de personnes, mais ça a été dit tout à l'heure en introduction. D'abord, on va s'appuyer sur un réseau de transport en commun, quand il fonctionne de manière optimale,
qui est le plus dense, sans doute qu'il existe dans l'histoire des villes qui ont organisé les Jeux. Donc là-dessus, on fait des études de mobilité qui s'appuient sur le fait que l'ensemble des spectateurs viennent en transport en commun. Donc on va au plus haut. On sait que ce ne sera pas 100%, mais du moins pour avoir la capacité d'en absorber le plus grand nombre. Ensuite, évidemment, on travaille sur les sujets d'accessibilité, donc dans un réseau qui, lui, n'est pas toujours accessible. Et on travaille aussi beaucoup sur la mobilité douce avec les vélos notamment. Donc il y a là aussi un phénomène d'accélération sur chaque site qui sont reliés avec le village olympique. Et on peut aller d'un site à l'autre pour y aller en vélo, d'avoir une solution de parking surveillée, gardée, pour être sûr qu'on puisse parquer son vélo sans avoir peur de ne pas le retrouver à la fin de l'événement. Et on sait que c'est un facteur important. Donc voilà, on a essayé de travailler les mobilités hors athlètes, parce qu'après les athlètes et la famille olympique, eux, auront des voies dédiées, comme c'est demandé dans le cahier des charges des Jeux. On essaie aussi de voir ce qu'on fait de ces voies dédiées après, de les dédier peut-être au covoiturage post-jeu en héritage, mais c'est un autre débat. Mais on a essayé, comme l'a expliqué Georgina, sur chaque site, de voir quels sont les moyens de mobilité, comment nous pouvons réduire l'empreinte carbone. Et la spécificité de la conception des Jeux de Paris 2024, c'est que 80% des sites sont à moins d'une demi-heure du village olympique. Donc on a, comme disait très bien le directeur général de Paris 2024, une compacité très forte des sites. Et ça, c'est la clé déjà de la réduction d'un certain nombre d'émissions pour la famille olympique comme pour les spectateurs. Donc on a essayé de travailler en transversal. Georgina et ses équipes le font beaucoup sur la restauration. On travaille aussi avec les partenaires et j'en profite pour les saluer, que ce soit Enedis, Salesforce ou tous les autres, VNF, Thierry l'a très bien expliqué. On a engagé les partenaires de Paris 2024 à travailler à une transformation, mais c'est une transformation extrêmement rapide parce qu'elle est nécessaire et parce qu'il n'y a pas d'autres objets que les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vous permettent de mettre tout le monde autour de la table et de chercher des solutions dans un temps très court. Et ça, chacun l'a bien compris, l'État, l'ensemble des parties prenantes, les collectivités, les partenaires. Et donc, on a essayé de trouver des solutions et de les appliquer. Ça veut dire changer un peu de focale, avoir une vision un petit peu différente et travailler en accéléré. Et évidemment, on fera les comptes à la fin, mais pour l'instant, l'ambition est exactement la même que lorsqu'on a obtenu les Jeux en 2017 sur la mobilité, sur la restauration, sur la logistique. On ne va pas manger les mêmes choses qu'on a l'habitude de manger quand on va aux grands événements, si j'ai bien compris, c'est ça? Donc, peut-être pas dans les mêmes contenants. Du moins, ça c'est très bien, c'est très bien. Donc c'est parfait. D'ailleurs, ça fait la transition. Peut-être, Georgina, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit mot rapide sur la restauration, mais moi je voulais faire la transition vraiment sur la pollution plastique, qui est un vrai sujet. Et c'est quand même lié à la restauration. Exactement. Parce que vous savez peut-être ou pas que pour un événement, il y a 3 sources dans lesquelles on trouve un peu de risque de pollution plastique. C'est la restauration, c'est la logistique et c'est les emballages des produits vendus sous licence. Voilà, c'est simple, on a fait l'étude, on a regardé. Donc, du coup, on s'est attelé à travailler ces 3 axes. Et la restauration fait partie de plus important. Je disais tout à l'heure, on va distribuer 18 millions de boissons. Dans un système comme celui des Jeux habituels, c'est 18 millions de bouteilles plastiques. Voilà. Et c'est tout le travail qu'on a fait avec la ville et avec nos partenaires, pour Coca-Cola, qui est le partenaire des Jeux pour les boissons, pour réduire au maximum les plastiques usage unique, les recours au plastique au sens large et les plastiques usage unique. Donc des efforts qui n'étaient pas du tout dans les cahiers des charges de certaines qui envisageaient de faire les Jeux il y a quelques années. C'était dans les cahiers des charges de Paris et de ces Jeux. C'est ce qu'on avait proposé au CIO. Mais c'était loin d'être gagné. Bien sûr. Aujourd'hui, on est en très, très, très bonne route pour l'atteindre. Peut-être pour un exemple très concret de ce qu'illustre Georgina, pour Coca, qui est l'un des plus gros producteurs de plastique, de par ce qu'il fait, à Paris, sur tous les sites temporaires, ça veut dire, vous l'avez dit tout à l'heure, avoir des solutions pour amener de l'eau et de l'électricité sur les sites pour mettre en place des fontaines à la place des bouteilles. Et les fontaines, elles vont être dans des contenants réutilisables, des gobelets en plastique, pour remplacer justement l'utilisation du plastique à usage unique.
c'est presque plus facile sur les sites temporaires. Parce que sur les sites comme le Parc des Princes, Roland-Garros, l'Accor Arena, le Parc des Expos, là, il y a des transformations structurelles à faire. Donc là, on va aller le plus loin possible et on stimule beaucoup notre écosystème pour ça, pour essayer d'atteindre cet objectif et en fait de changer la manière de penser événementielle. Et nous, par exemple, à la ville, après 2024, on a plus de 300 courses par an sur l'espace public. Et ben, depuis 3 ans, nous travaillons avec les organisateurs de ces courses en leur disant après 2024, il faudra, et on les accompagne en leur proposant des solutions, vous ne pourrez plus faire une course sur l'espace public si vous utilisez des plastiques à usage unique. C'est très bien. Justement, je vais revenir sur les partenaires. Vu les exigences, hein, quand même, j'imagine, vous avez fait une sélection. Comment ça s'est passé? D'ailleurs, j'aimerais aussi avoir la réaction d'Émilie et de Marianne tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile de les embarquer, vu justement toute cette ambition et ces exigences? Vous les avez choisis comment? Attention, parce que certains on les choisit, mais d'autres non. D'autres ont un contrat avec le Comité olympique international. Donc, en gros, ils viennent déjà dans la corbeille de l'organisation des Jeux. Donc, il faut partager nos ambitions. Et là, franchement, c'est magique. C'est un peu la magie des Jeux. C'est-à-dire, on a une occasion unique pour que nos partenaires puissent aussi révéler au monde ce qu'ils peuvent faire de mieux. Et c'est là où, je le disais tout à l'heure, les Jeux, pour nous en tout cas, c'est un laboratoire. Et ils ont compris, nos partenaires, que nous, on était prêts aussi à prendre des risques, on était prêts à innover, on était prêts à se dépasser, en lieu de prendre la solution qui était déjà prouvée 1000 fois auparavant. Et voilà, quand vous mettez tout ça ensemble, ça fait que les partenaires se mobilisent à côté de nous, à côté de nos équipes, pour trouver les solutions, pour les tester auparavant, quand on peut. Donc, dans d'autres événements, on parlait des systèmes de boissons, ça va être testé à Deauville ce week-end. On va commencer à faire des tests pour être sûr qu'on sera au rendez-vous des volumes qui les Jeux imposent. Et ça, sur l'ensemble des domaines. Par exemple, pour livrer ces Jeux, on a besoin de 800 000 meubles. Voilà. 800 000 meubles. Et on a un partenaire qui a choisi de nous accompagner pour nous fournir ces LIRECO, il va nous fournir ces meubles, mais aussi nous garantit la deuxième vie de tous ces meubles. Et grâce à ça, démarrer un marché de meubles d'occasion, des choses qui sont prévues dans la loi AGEC, par exemple, mais qui ne sont pas encore mis en place. Donc, c'est là où les Jeux, on l'espère, vont laisser un héritage dans des domaines qui sont complètement insoupçonnés. Oui. Peut-être, Émilie, Marianne, si vous voulez juste rajouter un petit mot là-dessus en tant que partenaire, justement, vous, comment le vivez? Non, mais on ne nous a pas tordu le bras. Hein. Ça s'est bien passé en termes de sélection. Après, effectivement, on a beaucoup parlé de l'infrastructure et je pense qu'il y avait des sujets de fond à mettre en place. Le volet technologique est arrivé dans un second temps pour justement se dire comment on met à disposition l'ensemble de ces assets et de ces données pour les spectateurs. On parlait des points d'eau. Tout le mapping qui sera effectué pendant les Jeux sera fait sur une application. Le fait de dire, attention, il y a une porte d'accès qui sera changée en fonction de la sécurité ou la gestion des flux humains sera aussi fait en temps réel pour pouvoir informer l'ensemble des spectateurs. Donc tout ça, effectivement, il fallait le mettre en place et la sélection, elle s'est faite sur 3 critères. Certes, un critère fonctionnel, et donc d'avoir la meilleure technologie sur cette mise en relation en temps réel. Le second, ça a été aussi l'impact sur l'environnement. Donc là, on a été effectivement... non, mais c'est bien, on s'est retrouvés sur ces valeurs-là, puisque en 2013, on avait annoncé un plan de neutralité carbone qu'on a atteint en 2021. Donc on est neutre carbone, on a certes de la compensation qui perdure, donc on a un objectif à 2030 de réduire à 50% sur nos émissions carbone et d'être carbone à 0 carbone d'ici à 2050. Et ces engagements, c'est pas que du papier ou de la brochure, puisqu'en fait, toute la partie RH a été aussi changée, et ça, on a dû échanger sur le sujet pour montrer comment on allait s'y prêter, et l'ensemble des managers au niveau mondial ont 20% de leur rémunération, 20%, c'est pas 2, c'est beaucoup, voilà, sur l'atteinte de ces objectifs. Et donc, ça nécessite de changer le comportement, de faire attention aussi sur le scope 3 aussi sur les fournisseurs, de regarder comment l'ensemble de la chaîne est traité. Et donc, c'est ce qui a été regardé aussi avec Paris 2024. Et le dernier critère, c'était aussi l'impact sociétal.
c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on laisse dans l'héritage. Je pense qu'on en a un peu moins parlé de ça. La place du sport, c'était pour, certes, les employés, mais il y a ce qu'on appelle le Sport Data Hub, qui a été lancé en France depuis 3 ans, qui était technologiquement, pareil, soutenu aussi avec Salesforce. Et on a fait un peu office de joint, quelque part, entre Paris 2024, l'INSEP, l'Agence nationale du sport, le ministère du sport aussi, pour faire en sorte qu'on puisse faire un enrichissement de cette donnée avec les fédérations et faire en sorte aussi que ce soit pour les athlètes, mais pour tout un chacun, pour qu'on puisse remettre le sport, comme tu l'as très bien dit, sur la santé, dans le quotidien des Français. Merci Émilie. Et peut-être Marianne Si tu me permets, juste un point sur les sports, et aussi pour vous donner quelques chiffres. Les sports en France, c'est 180 000 associations. C'est 3,5 millions de volontaires. Donc on en parle des sports et l'impact du sport. Ce n'est pas juste les athlètes de haut niveau que vous voyez, les 15 000 athlètes que vous voyez au jeu, c'est aussi et surtout ces sportifs du quotidien, c'est ces volontaires des quotidiens, c'est ces associations qui accompagnent des jeunes vers un futur plus promisoire. Donc les sports ont un rôle sociétal indispensable aujourd'hui. On va revenir rapidement. Peut-être Marianne, juste une réaction. Oui, justement sur les partenaires. Je pense que côté Enedis, on n'a pas réfléchi trop longtemps. Pour nous, c'était évident de poser notre candidature pour être partenaire pour des jeux. Alors évidemment, il y a la dimension sportive. Pour une entreprise de service public, le collectif, ça compte énormément. Mais c'est surtout qui nous a motivés, c'est le défi technique, technologique, humain. Ici et maintenant, quand même, on a parlé, vous avez parlé de Solideo, je suis allée visiter, regarder voir les chantiers qu'on développe pour Solideo à l'intérieur du village olympique. C'est le plus grand chantier fermé d'Europe, le plus grand chantier actuellement fermé d'Europe. Donc pour nous, c'est mettre à niveau, renforcer le poste source du village olympique. Et après, il y aura 6 000 salariés et 6 000 habitants qui vont arriver dans ce quartier. Donc c'est ici et maintenant, mais c'est pérenne. C'est mettre à niveau, c'est-à-dire augmenter capacité de puissance et d'absorption d'une 50aine de postes sources en France, parce que les jeux, c'est toute la France. Et nous, en étant une entreprise présente sur 95% du territoire français, ça nous a motivés. Donc un défi technologique, c'est accompagné, vous avez parlé de transport, évidemment, les supporters viendront en métro, ça fonctionne à l'électricité, mais viendront aussi en bus électrique. On accompagne la RATP qui est en train d'électrifier 70% de sa flotte à horizon 2025. On travaille avec VNF sur amener l'électricité, parce que Thierry l'a souligné, le fleuve. Et nous allons amener l'électricité au bord des quais du fleuve, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Oui. Pour que les bateaux qui soient à quai, au lieu de faire tourner, encore une fois, on y revient toujours, leur moteur diesel, pour avoir de l'électricité à quai, ils se branchent sur le réseau, comme on l'a fait à Marseille, à Toulon et à Sète, pour des plus grosses installations, chose que personne ne nous demandait il y a 4 ans. Donc c'est nous challenger aussi pour développer plus vite des solutions techniques, technologiques bas carbone, avec des équipes, vous l'imaginez, qui sont extrêmement fiers de cela, de la reconnaissance que ça leur apporte, mais aussi dans une perspective de legacy, de durabilité. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais peu en tout cas, mais je vais essayer de combiner cette question rapidement. Donc, Georgina, vous avez mentionné infrastructure, justement. Et là, en matière d'infrastructure, après les Jeux, qu'est-ce qui va rester concrètement? Est-ce que tous les territoires, justement, vont en bénéficier? Comment ça va se passer? Et peut-être aussi faire un petit focus sur les retombées économiques de ces Jeux. Je vous laisse démarrer, Georgina. C'est simple, on l'a dit un peu tout à l'heure. Déjà, la Seine baignable, ça fait 40 ans qu'on le promet. Finalement, je pense qu'on sera tous très, très, très contents d'aller plonger en premier. On retrouvera aussi les villages. Nous, on l'appelle les villages des athlètes, mais en fait, c'est un écoquartier que Paris 2024 loue pendant un an. C'est pas un village qu'on a construit et déconstruit comme on a pu voir dans le passé. On a construit un quartier, c'est la Solideo qui a construit un quartier des riens en 5 ans, là où normalement ça aurait pu prendre 15-20 ans. Et ces quartiers, Paris 2024 les loue pendant un an pour que justement les athlètes puissent loger. Donc on a renversé aussi les modèles. On n'a pas construit un village et après s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait avec. On a construit
Si Solideo a construit un quartier, nous on le loue, mais tout est déjà pensé, conçu pour être réversible. Donc là où il y aura une chambre, demain il y aura une cuisine, mais tout est déjà posé pour installer la cuisine. Pour être réutilisé. Et je pense que sur les villages, les points à retenir, c'est qu'on est quand même au mètre carré à moins 30% d'impact carbone par rapport à une bonne construction d'aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'on est allé chercher des nouvelles technologies de construction qui font le recours au bois, massivement recours au bois. Tous les immeubles de jusqu'à 8 étages, ils ont l'ossature en bois. On utilise du béton bas carbone, on utilise des matériaux recyclés. Donc, en gros, la grosse partie a été évacuée par la Seine, mais il y a aussi une bonne partie qui est restée sur site et qui a été recyclée sur site, ce qui permet de réduire massivement les émissions. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser ? On va laisser des infrastructures, je peux parler de centre aquatique aussi, qui est le seul centre sportif qu'on construit. Il est en face du Stade de France. Et ça permet aussi de rajouter de la capacité à faire de la natation pour une population de Seine-Saint-Denis dont un enfant, un collégien sur 2 ne sait pas nager. Donc, ce qu'on va laisser, donc ça va être utilisé. Voilà, ça va être utilisé après pour les écoles, pour les commandes, et par la Fédération française de natation aussi, qui va siéger et qui va pouvoir former ses athlètes et organiser des événements. Donc, je disais, la Seine, les villages, les centres aquatiques, et puis des innombrables améliorations partout. On parlait de la décarbonation des stades, des infrastructures justement pour de l'événementiel un peu partout. Mais il n'y a pas que le hard, il y a aussi les soft. Donc on espère laisser aussi des méthodes, d'autres façons d'organiser des événements. Parce que sincèrement, si un événement comme le nôtre peut le faire, il n'y a pas de raison que les autres ne le fassent pas. Pierre, Thierry, Marianne, n'hésitez pas à réagir. Je passe la main à très Pierre rapidement pour compléter Georgina, la Solideo, c'est 62 maîtrises d'ouvrage directes ou déléguées, dont la principale est le village, parce que c'est le plus grand. Dans les 62, c'est principalement des rénovations d'équipements d'entraînement ou de compétition. À Paris, on a la construction d'une aréna, l'aréna de la Porte de la Chapelle, qui vraiment est en train de se terminer et doit transformer ce quartier-là. Mais depuis la phase de candidature, tout le monde, et la maire de Paris en premier lieu, mais a voulu, avec Paris 2024, que l'héritage dure, il profite à la Seine-Saint-Denis. Pourquoi ? Parce que la Seine-Saint-Denis, c'est le territoire le plus jeune et le plus pauvre de France qui avait besoin d'une transformation, d'un impact territorial majeur. Et je pense que là, on sait qu'on va arriver déjà à cette transformation. Après, il y a un héritage immatériel, mais il y a aussi, finalement, pour reprendre ce que chacun a dit ici, un changement de méthode sur l'événement en lui-même, mais aussi sur la manière de travailler, l'approche de ces événements pour changer un certain nombre de fonctionnements qui avaient par le passé peut-être trop d'empreintes carbone et qu'il nous faut transformer aujourd'hui. Et je vais le dire, je ne sais pas comment dire ça en étant poli, mais c'est beaucoup plus compliqué d'organiser les jeux comme ça. Il faut se le dire, et c'est aussi le cas pour les partenaires. La facilité, c'est pour donner à boire et à manger, vous faites tout venir de là où vous pouvez, vous donnez dans des emballages traditionnels, ça coûte moins cher, c'est plus facile et tout ça. On n'a pas choisi cette facilité parce qu'on veut faire de Paris 2024 un tournant, un accélérateur et un changement de focale parce que c'est indispensable aujourd'hui. Voilà, donc s'il y a un truc à retenir, au-delà de la scène, au-delà des héritages symboliques et du concret, c'est changeons la méthode. Si on y arrive pour organiser le plus grand événement qui existe au monde, on y arrivera pour le reste. Thierry, Marianne ? Oui, non, j'aime bien ce que dit Pierre autour de changer la méthode, changer l'état d'esprit et peut-être se dire que ce qui apparaissait comme impossible, finalement, c'est possible si on s'y met tous dans un temps très restreint. On a tous cité différents exemples et Georgina, qui parle très bien des activités d'Enedis, a cité les groupes électrogènes bas carbone, un réseau dédoublé pour que les grands événements sportifs et donc les jeux n'utilisent pas les groupes électrogènes diesel. Et au cas où il y ait problème, eh bien, nous testons à cette occasion, à l'occasion des Jeux, des groupes électrogènes zéro émission, zéro bruit, zéro soufre, parce qu'ils sont soit alimentés, soit sur batterie, soit à hydrogène. On a des milliers de groupes électrogènes à Enedis, vous l'imaginez bien. Donc pour nous, c'est commencer à amplifier un programme industriel qui va conduire à les remplacer tous, mais progressivement et en utilisant aussi les biofuels,
en période transitoire. L'autre manière de faire, dans ce changement de mentalité, c'est réutiliser. Vous avez cité différents exemples. Pour la Seine-Saint-Denis, effectivement, donc on rééquilibre du côté de la Seine-Saint-Denis. Nous, on a des câbles qu'on a mis en place pour les travaux du Grand Paris Express. Ils sont en train de se terminer pour cette partie-là. Eh ben, on les réutilise pour renforcer l'alimentation du complexe sportif Henri Barbus de Clichy-sous-Bois. On parle beaucoup d'environnement, qui mais n'était pas forcément sociétal aussi. Le top de la priorité jusqu'à présent dans les programmes d'investissement. Et ça, je voudrais finir par là, on ne le fait jamais tout seul. Et je pense que dire que tout ça, c'est avec un écosystème de partenaires, les groupes électrogènes bas carbone que j'ai cités, ce n'est pas nous qui les fabriquons, on fait ça avec des partenaires, accompagner des TPE, des PME qui travaillent avec nous dans des démarches RSE via une association comme Les Canaux, par exemple, dont on est partenaire. Eh bien, ça s'est amplifié à l'occasion des Jeux. Donc, voilà, c'est démultiplié partout ces cercles d'écosystèmes, de partenariats, d'entreprises élargis, ce qui fait que même si c'est localisé, à certains endroits, cet événement, on embarque des milliers, des centaines, des milliers, des millions de gens et d'entreprises derrière ce grand événement ponctuel. Merci Marianne. Thierry, un mot rapide là-dessus ? Un petit mot rapide, effectivement, pour dire qu'évidemment, c'est un effet Big Bang accélérateur incroyable. Je vous disais tout à l'heure, imaginez 100 bateaux, on va dire ça, 100 bateaux le plus décarbonés possible sur la Seine à un instant T dans un an. C'est un challenge absolument majeur, mais on est en train de... Tout à l'heure, tu étais un petit peu interrogatif là-dessus, est-ce qu'on va livrer ? Oui, je pense qu'on va livrer. Je n'ai pas d'inquiétude. La méthode agile et la méthode concertée ensemble et produit des résultats inattendus. Donc, encore une fois, on n'aurait pas imaginé, mais vraiment pas, hein, il y a quelques années, avoir une telle évolution sur nos flottes fluviales en aussi peu de temps. Et ça restera pour ensuite, parce qu'on a bâti une feuille de route de la décarbonation du fluvial. Les JO, c'est la première étape. Il y en a une autre à 2030, il y en a une autre à 2050, bien évidemment, mais c'est la première étape. Et donc, c'est un accélérateur absolument majeur. Et puis, deuxièmement, pour rejoindre ce que disait Marianne tout à l'heure, on se rend compte, si je puis dire, on le savait, mais peut-être qu'on ne le disait pas assez, que 70% du temps d'un bateau, il est à quai. Donc, 70% de la pollution, dans des zones plus sensibles, elle est à quai. Donc, la question de l'électrification des quais, sur lequel on a des projets avec Marianne qu'elle a cité tout à l'heure, hein, des 80 bornes sur la Seine et d'autres, c'est vraiment attaquer tout de suite le facteur presque numéro 1 de la carbonation de ce secteur qui en lui-même est assez vertueux sur ce sujet-là. Tout le monde lève la main, donc... Exactement. Et préparer l'étape électrique. Peut-être un mot pour conclure. Je crois qu'il faut que tout le monde prenne conscience que aussi l'héritage des Jeux, c'est qu'à partir de maintenant, dans les 414 jours qui nous restent, le monde entier regarde ce que fait la France et ce que fait Paris au travers de ça. Ces entreprises, son comité d'organisation évidemment, et on jugera de la réussite et de nos ambitions et des Jeux après. Mais je crois que la méthode qu'on a choisie collectivement, elle est aussi essentielle parce qu'elle montre un savoir-faire français. Et elle est en train de bâtir ça et il faut vraiment l'avoir en tête. Il y a une attente majeure à l'international du savoir-faire français. On a aussi une occasion unique de le faire là. Mais justement, voilà, la durabilité, c'est un sport collectif. Non, mais justement, pour rebondir juste très rapidement sur ce qu'a dit Pierre sur les prochains Jeux, est-ce qu'on... Voilà, donc dans la durabilité, est-ce que... Bon, nous, on va dire, on est en train de faire la part des choses pour un peu prendre les devants, être la vitrine. Est-ce que ça va dans le temps, les prochains Jeux? Est-ce qu'on va pouvoir garder justement... Il y a 2 jours, il y avait le CIO, il y avait l'ensemble des délégations des comités olympiques internationaux et on était tous ensemble aussi avec les partenaires pour justement se dire qu'est-ce qu'on va laisser après Paris 2024. Et si je prends par exemple sur tous les leviers, mais aussi le levier technologique, c'est Milan Cortina en 2026 et c'est aussi Los Angeles 2028 qui s'intéresse d'ores et déjà parce qu'on a des ambassadeurs de Los Angeles qui viennent et qui regardent comment le design est en train d'être réalisé à Paris dès maintenant. Donc oui, on joue aussi un rôle de vrai laboratoire pour la suite. Et peut-être le dernier point, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement des infrastructures, mais en termes de dynamique humaine, honnêtement, c'est aussi un retour à l'emploi magnifique, ces Jeux. On a parlé des associations, tu l'as cité tout à l'heure, et Sport dans la ville par exemple, mais aussi bien d'autres. Et on utilise aussi ces Jeux pour laisser cet héritage pour après les Jeux. Et les athlètes, honnêtement, on a lancé un programme qui s'appelle Athlète InTech. C'est 27 ans, l'âge moyen d'un athlète.
Entre Tokyo, par exemple pour Isawa sur l'escrime, et là par exemple Paris, je peux vous dire que personne ne l'a appelé pendant des mois. Et donc c'est en fait cette mise en lumière de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec eux pour dire ils vont vivre les jeux, ils se préparent aux jeux, et donc comment on peut les aider dans leur préparation. Mais c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut préparer demain pour qu'ils puissent avoir un job à l'issue de leur carrière sportive. Voilà. Peut-être juste très rapidement. Non, juste ça me faisait penser à ce que vous disiez. Le CIO et le milieu olympique et paralympique avaient besoin aussi d'évoluer. On a vu des éditions des Jeux précédentes qui se sont pas bien passées, qui ont trop construit. Et du coup, ils commençaient à avoir des difficultés à avoir des villes candidates. Il y avait une défiance publique aussi par rapport à l'intérêt des Jeux. Et je crois qu'on a essayé de construire ensemble, et c'est ce qu'on essaye de vous expliquer tout à l'heure en vous donnant des exemples concrets, un modèle qui soit utile aussi à son écosystème et à son environnement. Et je crois que si nous réussissons, j'espère que les autres suivront et iront peut-être encore plus loin. Mais en tout cas, ils ne pourront pas dire que ce n'est pas possible. Georgina, on n'a pas le droit à l'échec. Donc, écoutez, quand on avait parlé, non, c'est ce que tu m'avais dit. attention, On doit l'échec- réussir. L'échec fait partie de la vie d'un athlète. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire. Si tu n'échoues pas, ça veut dire que tu n'as pas tenté. Mais pas à Paris Et il faut qu'on 2024. soit tous conscients de là. Attends, je ne dis pas qu'on ne va pas réussir les jeux. Bien entendu qu'on va Non, mais réussir j'avais les dit jeux. la même chose hier, Mais hein. c'est important de se le dire. Nous, les athlètes, nous inspirent au quotidien. Et un athlète, il ne rentre pas au stade en étant sûr d'avoir sa médaille. Mais il rentre au stade en étant sûr d'avoir donné le meilleur de soi. Peut-être dans ce qu'on partage aussi pour l'avenir, évidemment, les Jeux, c'est tellement évident. À date, ils se déroulent toujours en été, en tout cas jusqu'à présent. Donc l'été, ça sera quand même de plus en plus des périodes de canicule. C'est ce qu'on a vécu dans l'été parisien l'année dernière, et ça va sans doute se reproduire. Donc pour nos distributeurs, et on avait travaillé avec le distributeur japonais, on travaille avec le distributeur californien en avance de Los Angeles, c'est aussi tester la résilience de nos installations au changement climatique et à la canicule estivale dans des conditions extrêmes pour des câbles souterrains qui sont enterrés. L'été dernier à Paris, quand on a 4 jours de canicule successifs sans que la température ne baisse la nuit, il fait 90 degrés dans le sous-sol où tout le réseau parisien électrique est enterré, puisqu'à Paris, vous vous rendez même pas compte, mais tout est souterrain. Donc c'est aussi du travail humain autour de la technologie, mais fort heureusement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas les investissements qu'on fait aujourd'hui qui permettent de répondre à ça. C'est ceux qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. Donc c'est à la fois de l'engagement et de la performance court terme, ça c'est le sprint, mais on a préparé ça depuis longtemps et on prépare ça pour le futur aussi. Donc peut-être juste rapidement, je ne passe pas la main à Georgina et Pierre, sinon ils vont me griller le timer, mais peut-être Émilie, le mot de la fin. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Donc sprint, course de fond, les deux. Non, mais On c'est y va. une course de fond en sprint, non. Mais en tout cas, je pense qu'on a démontré sur cette belle table ronde qu'on était, à mon avis, tous unis pour que ça fonctionne et que ça marche et qu'on soit dans ces valeurs d'excellence des Jeux Olympiques. Voilà. Merci en tout cas, vous pouvez les applaudir. Merci à tous les 5, merci beaucoup.